C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. L'Iran fait son grand retour dans le concert des nations. L'accord sur le nucléaire iranien est entré en vigueur hier dimanche. Une nouvelle ère qui s'ouvre pour Téhéran. Les sanctions ont été partiellement levées. Les autorités iraniennes pourraient récupérer 150 milliards de dollars. Alors que vont-elles faire les autorités iraniennes de cet argent? Va-t-il servir à financer les guerres dans la région, au Yémen, en Syrie, en Irak ou encore au Liban? Ou au contraire, va-t-il revenir au développement du pays? L'Iran reste-t-il un voisin dangereux? Le pays, on le rappelle tout de même, qui poursuit, on va en parler, son programme balistique, un programme qui d'ailleurs a été sanctionné par les Américains. On va en parler avec nos invités. Thierry Coville, bonsoir. Oui. Vous êtes professeur à l'école de commerce Novincia, spécialiste de l'Iran, et vous participez également à l'IRIS, à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et puis nous sommes en duplex de Jérusalem avec vous, Emmanuel Nachon, bonsoir. Vous êtes porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le président iranien Hassan Rouhani et le président américain Barack Obama. Aujourd'hui est un bon jour, parce qu'une fois encore, nous voyons ce qu'il est possible de faire avec une diplomatie américaine forte. Pendant des décennies, nos différends avec l'Iran ont fait que nos gouvernements ne se parlaient pratiquement jamais. Et finalement, ça n'a pas fait avancer les intérêts américains. Nous n'allons pas faire confiance à un pays comme les États-Unis uniquement en raison de l'accord. Si les Américains veulent prendre des mesures dans d'autres domaines, ils recevront une réponse réciproque. Thierry Coville, on peut parler d'une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Iran et pour la communauté internationale? Ah oui, je pense qu'à la fois en interne et en externe, je pense que c'est un changement significatif. Alors, il faut être prudent, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, notamment en interne en Iran, mais ça donne manifestement, c'est une victoire politique pour Rouhani, qui représente quand même le camp des modérés en Iran. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de cette victoire? C'est la grande question en Iran, parce qu'il y a des élections législatives en février, et il y a des durs qui sont encore très présents. À l'extérieur, ça signe quand même une certaine normalisation, on vient d'en parler, des relations avec les États-Unis. Ça perturbe le jeu quand même politique dans la région, parce que même en Iran même, à l'intérieur, les durs ne se comprennent pas. Ils ont dit mort aux États-Unis pendant 30 ans, et maintenant on discute depuis 2 ans, quasiment toutes les semaines avec les États-Unis, et ça perturbe effectivement les alliés traditionnels des États-Unis dans la région. Justement, Emmanuel Nachon, en direct de Jérusalem, John Kerry a eu cette phrase hier au moment de l'entrée en vigueur de cet accord sur le nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie américaine a dit « C'est le premier jour d'un monde plus sûr ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, je crois que notre position est un peu plus mitigée parce que c'est vraiment pas la fin de l'histoire. Si vous voulez, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau chapitre. Mais il est bien évidemment qu'il faut examiner tout ça avec une certaine méfiance parce que lorsqu'on connaît les antécédents iraniens, que ce soit dans le domaine nucléaire et d'ailleurs dans tous les autres domaines, il n'y a aucune raison, mais véritablement aucune raison de leur faire confiance. Et nous risquons de nous retrouver dans un Moyen-Orient instable et beaucoup plus dangereux. Peut-être pas maintenant, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, mais c'est une période qui passera assez rapidement et en fin de compte, c'est nous qui paierons ici dans cette région le prix et ça sera un prix malheureusement très élevé de ce risque qui nous semble tout à fait inutile. Thierry Coville, vous comprenez que certains pays de la région, et notamment Israël, même si Emmanuel Nachon ne le dit pas là clairement, mais se sentent menacés, notamment avec le développement des missiles balistiques, qui sont des missiles de longue portée, qui peuvent aller jusqu'à 2000 km et qui peuvent atteindre des pays comme Israël. Oui et non, mais si vous voulez, toute une question de perception. Bon, si on regarde, moi je ne suis pas expert des affaires militaires, mais si on regarde la stratégie militaire de l'Iran, par exemple, le programme nucléaire iranien, il a commencé, je veux dire, la principale menace stratégique pour l'Iran dans les années 80, c'était pas Israël, c'était pas les États-Unis, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Donc on sait que s'ils ont mis en place un programme nucléaire, et je pense qu'à l'époque, effectivement, ils voulaient sans doute la bombe atomique, c'était pour avoir une force de dissuasion, pour pas être attaqués. Ils ont été quand même attaqués par Saddam Hussein. Je veux dire, il faut quand même rappeler un certain nombre de faits. Ils n'ont attaqué personne depuis 200, 300 ans. Je veux dire, si on prend leur programme d'armement conventionnel, il y a des pays dont Israël, mais l'Arabie Saoudite, même les Émirats Arabes Unis, je disais, ont des budgets militaires quasiment aussi importants que l'Iran, qui a 80 millions d'habitants. Donc qu'ils construisent une force de dissuasion, bon, ça on peut discuter, mais je veux dire, il faut arrêter de voir l'Iran voulant, si vous voulez,
On a construit une image, si vous voulez, de l'Iran. Moi, je pense qu'on a arrêté, le logiciel s'est arrêté à l'Iran révolutionnaire. L'Iran a changé depuis 30 ans. Rouhani, c'est pas Ahmadinejad. Il y a quand même toute une dialectique anti-occidentale, anti-américaine, et même que Rouhani a même reprise hier, alors qu'il venait tout juste il y avait entré en vigueur de cet accord sur le nucléaire iranien, et concernant le programme balistique qui a été immédiatement sanctionné par Washington. Il y a encore eu cette dialectique anti-américaine. Alors, est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est pour donner des gages au camp conservateur? On a du mal à le comprendre. Oui, mais si vous voulez, bon, déjà, premièrement, l'Iran a fait une révolution quand même il y a 30 ans. Donc, quand on fait une révolution, ça implique un certain nombre de choses. L'idéologie est très forte. Qu'ils arrivent maintenant quand même, après avoir dit, je répète, mort aux États-Unis depuis 30 ans, à rediscuter avec les États-Unis et régler cette question nucléaire. On nous parlait de régler cette question par la guerre quand même il y a quelques années. Ou régler cette question par plus de sanctions. Là, ils l'ont réglé par la diplomatie. Rouhani, il peut avoir des slogans anti-américains. Ça fait quand même 2 ans que les diplomates iraniens et américains discutent régulièrement. Donc c'est une posture? C'est pas une posture. Je pense que, si vous voulez, il faut faire attention. En Iran, il y a quand même toujours un nationalisme très fort. Il y a un antagonisme entre l'Iran et les États-Unis qui date même pas de la Révolution. On peut remonter aux années 50 avec le coup d'État de Mossadegh, si vous voulez. Donc, si vous allez en Iran, ils ont le sentiment, par exemple, quand il y a eu la guerre, ils se sont fait attaquer par l'Irak de Saddam Hussein. Discuter avec l'Iranien moyen, c'est pas que Rouhani. Ils pensent que les Occidentaux, et notamment les États-Unis, ont quand même fortement aidé Saddam Hussein qui avait attaqué l'Iran. C'est pas l'Iran qui a attaqué l'Irak, c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran. L'Irak a utilisé quand même les armes chimiques à l'époque. Personne n'a absolument rien dit. Donc, si vous voulez... Je ne dis pas. Par contre, je dirais d'un autre côté, la société iranienne dans son ensemble est vraiment très favorable à une normalisation des relations avec les États-Unis. Donc il y a un nationalisme. Et avec Israël ? Ça reste compliqué. Ça va trop loin. Non, mais je veux dire, je vous le répète, l'Iran a fait la révolution, ça reste compliqué. Déjà, c'est pas mal, je pense qu'ils recommencent à discuter avec les États-Unis. Emmanuel Lachon, est-ce que vous êtes d'accord tout de même pour dire que Hassan Rouhani, c'est quand même mieux que Mahmoud Ahmadinejad, qui voulait, je le rappelle, rayer Israël de la carte ? Écoutez, d'abord, je dois vous dire que je trouve les propos de votre interlocuteur assez particuliers. Parce que de présenter l'Iran comme un pays pacifique qui a eu sa petite révolution, et puis voilà, il faut comprendre, c'est gentil, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. L'Iran est un pays agressif. C'est l'Iran qui est derrière des attaques contre Israël, alors que ce soit directement ou par le biais ou l'intermédiaire d'organisations terroristes. On oublie de signaler que l'Iran, en fait, utilise délibérément et sciemment d'autres organisations qui sont armées et financées pour mener ces petites guerres un peu partout, alors que ça soit au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et contre Israël, évidemment. On oublie de signaler que la haine contre Israël n'a aucune raison, parce que l'État d'Israël n'a jamais attaqué l'Iran. Nous ne sommes pas un ennemi de l'Iran. Nous n'avons rien à voir avec les craintes et les ennemis que l'Iran aurait eu dans le passé. Ces jours-ci, à Téhéran, on organise encore un concours de caricatures antisémites dont le thème est l'Holocauste, pour se moquer de l'État d'Israël et se moquer du peuple juif. Donc, pour répondre très brièvement à votre question, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Rouhani et Ahmadinejad sont les deux faces de la même pièce. Thierry Coville, l'Iran va récolter 150 milliards de dollars avec la levée de ces sanctions. Que vont faire les autorités iraniennes de cet argent? Est-ce qu'elles vont l'employer justement à financer leur guerre? Parce qu'Emmanuel Lachon le rappelait, l'Iran finance le Hezbollah aujourd'hui, qui est considéré comme une organisation terroriste. L'Iran finance la guerre au Yémen, les Houthis. Écoutez, c'est supposé, mais enfin bon, alors on va avancer. Allez, on va dire supposé. Voilà. L'Iran soutient, vous êtes d'accord avec ça, le régime de Damas. L'Iran soutient les chiites en Irak. Alors, est-ce que cet argent va servir au développement du pays ou à financer les guerres dans la région? C'est une question compliquée parce que si vous voulez la présenter, moi j'ai jamais dit que l'Iran était un pays gentil, ils ont des intérêts stratégiques. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision un petit peu équilibrée de l'Iran, qu'ils ont des intérêts stratégiques. Je réponds d'abord à la première partie de la question. Pourquoi ils soutiennent la Syrie? Ce n'est pas des questions religieuses, ils ont très peur. Est-ce que c'est vraiment stupide? Ce n'est pas ni d'être gentil ni méchant. Un pays n'est pas gentil ni méchant. Ils ont peur que des groupes comme l'État islamique ou Al-Nosra ou d'autres groupes comme ça prennent le pouvoir en Syrie. Est-ce que c'est irrationnel? Non, je ne crois pas. Je veux dire, donc... Est-ce que c'est la peur de... est-ce que c'est réellement la peur de voir l'organisation de l'État islamique à Damas, ou est-ce que c'est la peur justement de perdre un allié sur cet arc chiite? Si vous voulez, l'histoire de l'arc chiite, c'est vraiment... Et bon, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est vraiment de la communication. C'est avec la grosse caisse. Je veux dire, l'arc chiite... Allez voir les chiites en Arabie Saoudite ou les chiites à Bahreïn. Ils défendent d'abord les causes nationales, et de dire qu'ils sont sous les ordres de l'Iran, c'est d'abord les mépriser. Je veux dire, quelque part, c'est un mépris de la réalité
réalité de la région. Il se trouve que moi, je vais en Iran. Je veux dire, je pense qu'ils ont très peur. Il faut arrêter. Je veux dire, l'Iran, quand je lis des choses, même dans la presse française, sur l'Iran héritier de l'Empire perse, c'est presque ridicule, quoi. Je veux dire, la population iranienne, en l'été 2014, elle avait très peur de l'État islamique, qui arrivait à ses frontières. Donc, si vous voulez, les Pasdaran, qui étaient plutôt mal vus en Iran du fait de leur répression en 2009, ils sont quand même redonnés une certaine popularité parce qu'ils se battent contre l'État islamique. Si l'Iran n'avait pas été là, enfin, c'est facile de parler comme ça, pour aider le gouvernement irakien à se battre contre l'État islamique, on en serait où aujourd'hui? On est à parler, etc. On en serait où? Donc, je ne dis pas que l'Iran est gentil, mais je dis qu'ils ont des intérêts stratégiques. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que l'État islamique n'est pas une menace pour l'Iran. Je veux dire, on attend qu'ils assassinent combien de milliers de chiites de plus. Donc il y a une vraie menace que fait peser, qui joue sur leur calcul stratégique. Pour répondre à votre deuxième question, sur combien ils vont récupérer. D'abord, officiellement, le gouverneur de la Banque centrale, les 150 milliards, enfin, c'est 30 milliards de dollars, le gouverneur de la Banque centrale. Alors aux États-Unis, je lisais, on dit 50 milliards de dollars. Deuxièmement, je rappelle quand même que c'est de l'Iran, c'est les recettes budgétaires du gouvernement. Donc les recettes budgétaires du gouvernement, on a dit pour faire pression sur l'Iran, elles ont été diminuées. Les recettes pétrolières représentent 50% des recettes du gouvernement. Donc ça a été diminué de la moitié, donc 25% des recettes budgétaires en moins. Qu'est-ce qu'a fait l'Iran pour s'ajuster? Ils ont fortement comprimé toutes leurs dépenses d'infrastructure. Donc ils arrivent même pas à investir, ils n'ont même pas investi assez pour maintenir les puits pétroliers. Il y a une grosse inquiétude en Iran. Donc cet argent va d'abord servir à l'économie. Emmanuel Nachon, pour rebondir sur ce que disait Thierry Coville, finalement, vous avez peut-être un point commun avec l'Iran, c'est que vous avez peut-être un ennemi commun, c'est l'organisation de l'État islamique qui pourra aussi peut-être demain menacer Israël et que combat l'Iran de manière très véhémente, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, pardonnez-moi, ou en Syrie où il y a des hommes au sol. Mais je crois que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, l'Iran essaie de se positionner maintenant comme faisant partie de la solution, alors qu'à nos yeux, l'Iran fait partie du problème. Et là, il faut être très clair, il ne s'agit pas de l'Iran en tant que pays, il ne s'agit pas de la population iranienne, il s'agit d'un régime qui dit publiquement, à qui veut l'entendre, qu'il souhaite détruire l'État d'Israël, alors que nous n'avons aucun contentieux avec ce pays, qui souhaite nous détruire, qui souhaite utiliser sa puissance, en fait, pour essayer de transformer la région. Il y a une volonté hégémonique à laquelle d'ailleurs ne fait pas face seulement l'État d'Israël. Voyez ce qui se passe maintenant face à l'Arabie Saoudite, aux pays du Golfe, etc. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors ce que nous voyons maintenant, c'est un régime iranien qui a adopté la stratégie du sourire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire? Il suffit de voir les rapports aussi de M. Hamano et d'autres rapports encore. Alors le programme balistique continue, l'armement de milices en tout genre continue, la rhétorique anti-occidentale, anti-israélienne continue elle aussi, et il y a encore un point très important qu'il faut dire, il faut parler des droits de l'homme en Iran, parce que c'est scandaleux que de dire que le régime iranien, il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement lorsqu'on exécute des homosexuels, lorsqu'on lapide des femmes adultères? Où est le niveau de compréhension? Est-ce qu'on est obligé de tout comprendre? Il y a des choses qui se passent en Iran qui sont incompréhensibles et malheureusement, personne ne demande des comptes au gouvernement iranien. Alors justement, là, sur les droits de l'homme, en effet, les exécutions qui sont nombreuses, ça fait partie des pays qui exécutent le plus au monde, notamment par pendaison. Est-ce qu'il en sera question justement des droits de l'homme, ou ça, les Occidentaux, c'est pas trop leur question, la question du moment, c'est plutôt le business. Je remarque que l'Arabie Saoudite passe à la trappe concernant les droits de l'homme, parce qu'on pourrait en parler. On va poser la question à Emmanuel Nachon, justement, sur l'Arabie Saoudite. C'est quand même intéressant, quand même. C'est d'ailleurs des gros alliés. Poser la question, si vous voulez bien, Thierry Coville. Est-ce que l'Arabie Saoudite est un allié plus sûr que l'Iran, selon vous? En tout cas, un pays plus fréquentable, allez, on va dire, que l'Iran. Pour Israël, oui, écoutez, Emmanuel Nachon, vous pouvez le dire. Mais ce que je dis, c'est très simple. C'est que, étant donné l'instabilité régionale de ces dernières années, nous voyons que se forme maintenant quand même une certaine relation entre des pays dont l'intérêt primordial est la stabilité. Parce que nous analysons les dangers auxquels nous faisons face dans la région et nous voyons deux dangers principaux. Le premier, c'est l'islamisme radical, donc Daesh, et le deuxième, c'est l'Iran. Or, il y a beaucoup de pays qui font exactement
exactement la même analyse et qui arrivent exactement à la même conclusion. Donc il est tout à fait normal que, d'une certaine manière, nous puissions dire oui, nous avons une certaine vision commune de ce qui doit se passer dans la région. Est-ce que pour autant nous sommes en faveur de tel ou tel régime ou de telle ou telle pratique, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs? Évidemment, la réponse est négative. De toute manière, et ça je crois que c'est bien clair, hein, la sécurité d'Israël, c'est nous qui en sommes responsables, c'est personne d'autre qui assurera notre sécurité. Je voulais aussi parler de la question des droits de l'homme en Iran. Je pense que justement, mon interlocuteur me dit que je suis simpliste, justement c'est une vision très simpliste de voir d'un côté cette gentille société dont on vient nous parler, puis un très méchant régime. Bon, il se trouve que je vais en Iran, moi je suis chercheur en sciences sociales, c'est justement beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a un rapport de force. Vous dites, voilà, effectivement, le régime iranien, etc. Vous parlez de lapidation, je crois qu'il y en a. Franchement, je ne défends pas la charia, mais il y en a eu un cas, c'est très très rare en Iran, je crois qu'il n'y en a pas eu. Mais la pendaison, c'est pas cas. Non, mais je veux dire, il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort en Iran, ça je sais, je ne défends pas. Mais je veux dire, il y a une profonde modernisation de l'Iran. On est passé de 7 enfants par femme, ça c'est des faits, à 2 enfants par aujourd'hui. 2 enfants par femme. Il y a par exemple beaucoup. C'est une société verrouillée quand même. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas une société verrouillée. Il y a beaucoup plus de débats. Autoritaire. Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a actuellement des élections législatives. Une grande partie des candidats réformateurs n'ont pas validé, le Conseil iranien n'a pas validé leur candidature. Donc, franchement, mon propos, contrairement à ce qui est dit, c'est pas du tout de dire l'Iran, c'est une démocratie parfaite. Mais il y a une profonde modernisation de la société iranienne. Et cette société iranienne, elle a un rapport avec le régime. Si vous voulez, tout ce qui se passe là, ces négociations dont on nous dit, oui, c'est un énorme effort, même intellectuel, qu'a fait l'Iran pour bien négocier, etc. Zarif, c'est quand même un produit aussi de la société iranienne. C'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis. Donc, moi, je dis, il y a beaucoup plus de rapports qu'on ne le croit, contrairement au tableau qu'on peint de l'Iran, entre cette société civile profondément moderne. Moi, je fais une petite étude sur les entreprises familiales en Iran. Je suis très surpris de ce que j'entends sur les égalités hommes-femmes, l'importance de la compétence professionnelle. Je veux dire, la tolérance religieuse. La tolérance religieuse en Iran, vraiment, j'aimerais bien qu'on la compare avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est très facile de comparer, prenons ces critères-là. Et donc, ce que je dis, c'est pas du tout simple, justement. Ce rapport de force existe. La population iranienne, elle a quand même été votée pour Rouhani. Chaque fois qu'il y a un candidat modéré en Iran, la population iranienne le suit. Ça veut dire quelque chose. Je dis pas que tout n'est parfait, mais je pense que Rouhani, alors effectivement, on revient à la question des droits de l'homme. Il représente beaucoup d'espoir. Les Iraniens ont mis beaucoup d'espoir en lui. La question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de cette victoire ? Je pense qu'il va d'abord s'attaquer à l'économie parce que ces sanctions ont mis à terre cette société civile moderne en Iran, ont fait beaucoup souffrir. La question, c'est effectivement les droits de l'homme. Je pense que ça va dépendre de la lutte politique, et ça, j'ai pas la réponse. Il y a une lutte politique actuellement sévère entre les modérés que représente Rouhani. C'est pas la même chose qu'Ahmadinejad. Ils sont en train de s'écharper au Parlement. On va voir ce que ça va donner. Et les élections de février, 26 février seront, je pense, très importantes de donner une réponse pour ça. Des élections parlementaires. Emmanuel Nachon, aujourd'hui, Israël n'a aucun lien avec l'Iran, même pas des liens commerciaux. Non, nous n'avons aucun lien avec l'Iran et malheureusement d'ailleurs, parce qu'en Israël, il faut savoir qu'il y a aussi une population juive israélienne d'origine perse, d'origine iranienne, et que nous n'avons en Israël aucune haine envers l'Iran. Cette haine iranienne envers Israël nous est totalement incompréhensible. Un mot sur le président Rouhani. On a beau parler de Rouhani, mais il faut se souvenir en fait qu'il n'est rien de plus qu'une marionnette, parce que le pouvoir véritable, il n'est pas du tout chez Rouhani. Le pouvoir véritable, il est chez le guide suprême, chez Ali Khamenei. C'est lui l'homme qui prend toutes les décisions stratégiques en Iran. Donc nous parler de Rouhani et de sa politique ou de sa stratégie de sourire, c'est bien, mais il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est lui l'homme qui prend les décisions dans ce pays. Merci à tous les deux. Ça, c'est un peu simpliste. Oui, c'est une vision un peu simpliste parce que Khamenei doit prendre en compte des équilibres politiques et il est obligé de s'ajuster. Il a validé les négociations nucléaires, les relations avec les États-Unis. Donc, il n'y a pas un grand chef qui décide de tout. Il y a des rapports de force en Iran. Merci beaucoup Emmanuel Nachon d'avoir participé à ce débat. Oui. Merci beaucoup Thierry Coville et tout de suite Karim Ayoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Karim qui est déjà installé. C'est tout de suite.
Bonsoir Karim, et on commence tout de suite avec l'Iran et donc la levée des sanctions après l'entrée en vigueur hier de cet accord sur le nucléaire iranien. Alors c'est vrai que cette information on la retrouve sur beaucoup de sites aujourd'hui, le site de Courrier International notamment qui évoque une nouvelle ère qui s'ouvre. Ce sont les mots employés par Rouhani, relayés notamment par les médias iraniens. Alors évidemment on en parle aussi dans les médias américains du côté du New York Times notamment, ou encore de USA Today, plutôt optimiste, avec cet article qui explique que certes les tenants de la ligne dure occupent encore des postes importants au sein de l'armée et au sein de la justice, mais aujourd'hui ceux qui sont pour un dialogue avec l'Occident gagnent en quelque sorte en influence. Ils sont chaque jour plus influents et pour USA Today, l'hypothèse, le spectre d'une guerre avec l'Iran s'éloigne. Ce n'est plus du tout d'actualité pour ce média américain. Et puis, autre média du côté des États-Unis, le Boston Globe, lui qui s'inquiète de voir les républicains du côté du Congrès tenter, encore une fois, de torpiller cet accord en inventant de nouvelles sanctions, notamment liées à des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le nucléaire, en évoquant les droits de l'homme, en évoquant aussi le fait que l'Iran soutient un certain nombre de milices en dehors de ses frontières. Le site souligne que tout ça n'a rien à voir avec le nucléaire, même si, évidemment, on peut s'en inquiéter. En tout cas, ici, on critique clairement la posture des républicains américains. Et puis, ce site internet, celui du Washington Post, a choisi de faire un article sur un journaliste irano-américain qui était détenu et qui a été libéré, enfin libre, peut-on lire du côté du Washington Post. Jason Rezaian était retenu depuis juillet 2014 en Iran et évidemment, pour ce journal qui l'employait, il était important de s'arrêter un instant là-dessus. Du côté des médias iraniens, voici un site internet en anglais. On souligne le rôle des Iraniens qui ont fait un geste amical vers le monde, une qui explique que c'est une nouvelle ère qui commence. Du côté de l'Europe, un certain nombre de médias se sont également arrêtés sur cette actualité, notamment du côté de l'Allemagne. Le Süddeutsche Zeitung, lui, s'intéresse à la dimension économique en soulignant que si ces sanctions, évidemment, ont étouffé l'Iran pendant de nombreuses années, aujourd'hui, elles vont permettre à des entreprises européennes d'aller faire du business dans un marché où il y a 78 millions de personnes. Alors, ça semble satisfaire du côté de l'Allemagne, beaucoup moins du côté de l'Algérie. Cet article d'Al-Watan s'interroge, est-ce qu'on va vers un baril à 20 $? C'est évidemment une inquiétude importante dans ce pays qui n'a pas franchement une économie diversifiée, puisque l'essentiel de l'argent qui rentre dans les caisses, c'est grâce aux hydrocarbures et au gaz. Et pour clore ce chapitre, évidemment, du côté d'Israël, le gouvernement en place n'a pas franchement bien accueilli la mise en place ou la fin de ces sanctions. Évidemment, pour Netanyahou, l'Iran tente toujours de se doter de l'arme atomique. Une vente aux enchères annulée après qu'Israël a demandé le retrait d'une des œuvres. Alors ça fait polémique, on en parle notamment sur le site de Télérama. Une vente aux enchères devait avoir lieu le 27 janvier prochain. Une vente aux enchères au profit de RSF et pour la liberté d'expression. Simplement, une œuvre n'a pas du tout plu à l'ambassade israélienne en France. Une œuvre d'Ernst Pignon-Ernst qui a retravaillé une de Libération qui date de quelques années déjà, du 12 novembre 2004, la mort de Yasser Arafat. Et dans cette œuvre, on voit apparaître en filigrane le visage de Marwan Barghouti avec un texte de cet artiste. En 1980, quand j'ai dessiné Mandela, on m'a dit que c'était un terroriste. Alors, cette idée n'a pas du tout plu à l'ambassade israélienne en France. On rappelle quand même que Marwan Barghouti est un Palestinien qui est enfermé dans les geôles israéliennes depuis une dizaine d'années maintenant. Alors pour les Palestiniens, c'est une figure de la résistance. Pour les autorités israéliennes, c'est tout simplement un terroriste. Alors évidemment, du côté d'Israël, on a réagi assez vivement. On a mis un petit peu la pression sur Art Curial qui organisait cette vente aux enchères, qui a décidé de retirer cette œuvre. Mais ça n'a pas plu à Libération, ça n'a pas plu à RSF qui ont tout bonnement décidé d'annuler toute cette vente aux enchères.
La reine de Jordanie qui répond à un dessin de Charlie Hebdo très rapidement. Alors, ce dessin de Charlie Hebdo, on l'a vu il y a quelques temps, où on voyait ce qu'il serait advenu du petit Aylan Kurdi s'il avait survécu, un tripoteur de fesses en Allemagne. C'était un dessin de Riss. Eh bien, la reine de Jordanie qui était en tournée en Europe pour évoquer le sort des réfugiés, a décidé de partager ce dessin en expliquant que Aylan serait peut-être devenu un père aimant, un professeur ou un médecin. C'était un dessin qui a été très partagé sur les réseaux sociaux dans le monde arabe. Il y en a eu d'autres, on en parlera tout à l'heure. On en parlera à 20h45. Merci beaucoup. Merci Karim Yeaoui, merci beaucoup Thierry Coville d'être venu sur le plateau de France 24. Merci encore à Emmanuel Lachon qui est avec nous en direct de Jérusalem. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24 et je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. À demain. Très belle soirée.